Joining us now is Democratic Congresswoman Maxine Waters of California. She is the ranking member on the House Financial Services Committee, and Congresswoman Debbie Wasserman Schultz of Florida. She is the former chair of the DNC. Congresswoman Wasserman Schultz, it's good to see you again. It's been a while. Lots happened over the summer, and here we are as we head into the fall with the president making a power grab against the Federal Reserve. They've telegraphed and promoted this effort through Project 2025 and other means. Certaines initiatives institutionnelles ne retiennent pas l'attention par leur caractère inédit, mais par la convergence inhabituelle de signaux qui opèrent généralement séparément. Le 22 janvier, un document déposé par le service législatif de la Chambre des représentants a officiellement enregistré l'ouverture d'une délibération sur la recevabilité d'une nouvelle procédure de destitution contre le président en exercice. Le protocole a été mené par des membres du sous-comité constitutionnel liés à la Commission de la justice et cite directement des épisodes récents impliquant des actes administratifs classés par des conseillers législatifs comme incompatibles avec le principe de stricte légalité qui régit l'action de l'exécutif fédéral. La demande, bien qu'elle en soit encore à un stade préliminaire, n'est pas apparue comme une réponse isolée à une mesure spécifique, mais comme le résultat de l'accumulation successive de décisions qui, prises ensemble, ont suscité une inquiétude croissante dans les secteurs techniques de la structure gouvernementale. Le plus important, cependant, n'est pas seulement le contenu de la demande, mais le contexte institutionnel dans lequel elle s'inscrit. Au cours des dernières 72 heures, au moins 2 membres du cabinet présidentiel ont convoqué des réunions à huis clos afin d'évaluer les limites juridiques du 25e amendement en collaboration avec des conseillers d'État et des représentants du service juridique de l'exécutif. Il n'y a pas encore eu de confirmation officielle quant à l'ordre du jour de ces réunions. Mais les registres croisés des déplacements internes et des changements de routine réglementaire indiquent que l'évaluation de la capacité fonctionnelle du président a commencé à être discutée en termes plus objectifs. Ce qui différencie cet épisode des autres tentatives précédentes de responsabilisation n'est pas le contenu des accusations, mais la simultanéité entre des fronts qui agissent traditionnellement de manière indépendante. L'existence d'un processus législatif et parallèlement la mobilisation des structures internes du cabinet fédéral représentent un changement rare dans l'équilibre institutionnel des États-Unis. Même si ces 2 initiatives en sont encore à leur début, le simple fait qu'elles se développent en parallèle avec des signes de convergence indique un changement important dans le modèle de contention qui prévalait jusqu'alors. Les conseillers juridiques qui suivent le fonctionnement de l'exécutif affirment qu'il y a actuellement un changement qualitatif dans la perception interne du risque. Des rapports récents, distribués sous le sceau du secret aux membres du comité de surveillance du Congrès, font directement référence à des décisions prises au cours des 15 derniers jours qui auraient dépassé les paramètres normatifs établis par la jurisprudence consolidée lors des mandats précédents. L'expression utilisée dans plusieurs mémos est déplacement fonctionnel injustifié, suggérant que l'action du président commence à être considérée sous l'angle du dysfonctionnement et non plus seulement de la divergence politique. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La circulation de ces documents internes a conduit d'autres structures, notamment les services techniques du Sénat et les organes de contrôle administratif, à revoir des avis antérieurs qui avaient été classés sans suite, faute de fondement institutionnel. La réouverture de ces dossiers indique qu'il existe désormais un champ de viabilité juridique qui n'était auparavant pas considéré comme politiquement accessible. La formalisation de la demande de destitution ne contient pas de langage accusatoire ouvert, mais mentionne précisément 3 axes de conduite contestés. L'utilisation de décrets sans avis préalable du ministère de la Justice,
le licenciement sommaire de fonctionnaires exerçant des fonctions de contrôle et les déclarations publiques susceptibles d'intimider les enquêtes en cours. Ces éléments, traités séparément à des occasions précédentes, apparaissent désormais regroupés dans un ordre chronologique qui, selon la requête, constitue un comportement incompatible avec les devoirs constitutionnels de la fonction. Le document est accompagné d'annexes contenant des avis techniques, des registres officiels et des transcriptions de déclarations qui, selon les auteurs, justifient la recevabilité de la plainte. Dans le domaine politique, la réaction a été immédiate, mais avec des divisions marquées. Les dirigeants des partis d'opposition ont adopté un ton de prudence publique, évitant d'associer la demande à des stratégies électorales. Au sein de l'exécutif, aucun porte-parole officiel ne s'est prononcé jusqu'à présent, ce qui a été interprété par les analystes comme un signe de tension délibérative. L'absence de réaction institutionnelle visible est, dans ce cas, plus éloquente que les réponses formelles. Même en l'absence de décision finale, le traitement de la demande mobilise déjà divers acteurs du système politique et juridique. Les conseillers de la Cour suprême ont confirmé que les ministres ont suivi avec attention les développements des dernières 72 heures, même si pour l'instant, aucun recours constitutionnel n'est formellement examiné. D'un point de vue technique, la demande de destitution n'a pas d'effet automatique sur le maintien du président, mais sa recevabilité engendre des obligations réglementaires qui imposent des délais, des sessions et des expositions publiques. Cela modifie à lui seul la dynamique du gouvernement, obligeant les interlocuteurs directs de la présidence à formuler des réponses, à soutenir des décisions et à préserver la cohésion interne. La situation se complique encore davantage avec les mouvements discrets des membres du cabinet. Selon des informations concordantes, au moins 2 titulaires de ministères stratégiques seraient en contact avec des juristes externes afin de clarifier les limites de leur action en cas de déclaration d'incapacité fonctionnelle du chef de l'exécutif. Le 25e amendement, bien que rarement invoqué, contient des clauses claires sur les procédures de destitution et de transition. Sa simple mention dans des documents de travail indique déjà une augmentation considérable de la tension institutionnelle. Nous suivons ce type de mouvement avec attention, précisément parce qu'il se produit dans les couches moins visibles de la politique officielle. La convergence des signaux entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif indique que les structures de contention institutionnelle restent actives, même si elles opèrent sous haute pression. C'est dans ce contexte que différents organismes de soutien institutionnel ont commencé à réévaluer le degré d'adhésion entre les récentes mesures présidentielles et les mécanismes formels de limitation du pouvoir exécutif. Depuis début janvier, au moins 3 entités juridiques non partisanes ont publié des mémorandums d'analyse qui soulignent la consolidation d'un modèle administratif considéré comme atypique. Des actes émis par le biais de décrets, sans dialogue avec les canaux de contrôle traditionnels, accompagnés de discours publics qui réinterprètent les prérogatives constitutionnelles en des termes de moins en moins compatibles avec la jurisprudence consolidée. À partir de là, la convergence entre les signaux politiques et les avis techniques a redessiné le champ des possibilités juridiques dans lequel l'action du président est interprétée. Il ne s'agit plus seulement d'observer le contenu de chaque mesure, mais d'analyser la séquence et la fréquence avec lesquelles certains dispositifs sont utilisés en marge des protocoles habituels. Les rapports internes du Bureau de conseil législatif du Congrès, consultés par les membres de la Commission de contrôle et de réforme, indiquent qu'au cours des 4 derniers mois, le nombre d'actes administratifs classés comme unilatéraux, c'est-à-dire émis sans avis conjoint des secteurs chargés du contrôle de la constitutionnalité et de l'impact budgétaire, a augmenté de 50%. Cette convergence aide à comprendre pourquoi des secteurs qui ont toujours adopté une position de neutralité politique se sont exprimés de manière plus incisive ces dernières semaines.
Un exemple emblématique est celui du Conseil d'intégrité institutionnelle du bureau du You don't hand procureur matches qui depuis to an arsonist, 2009 and you don't give power to an angry pour left-wing la mob. première fois depuis sa création, a émis un avis public sur le risque de déstabilisation fonctionnelle résultant des mesures présidentielles. Cet avis, daté du 13 janvier, ne contient ni accusations formelles, ni recommandations explicites, mais adopte un langage inhabituel en indiquant que la succession d'actes administratifs sans révision juridique préalable peut produire des effets qui dépassent les limites de la légalité matérielle, même lorsqu'ils sont fondés sur des dispositions formelles. Selon les analystes institutionnels, ce type de formulation révèle un degré d'inquiétude qui s'exprime rarement ouvertement au sein de la structure étatique. Parallèlement, les membres de la Cour des comptes fédérale ont demandé des éclaircissements sur les motivations réelles derrière une série de licenciements dans des départements stratégiques, dont les justifications, selon un rapport interne, ne sont pas étayées par la documentation technique requise par la norme. L'analyse de ces licenciements a été transmise à la Cour des comptes fédérale, qui devrait se prononcer dans les prochaines semaines. À partir de ces signes, les observateurs institutionnels ont de plus en plus le sentiment que le système traverse une période de transition. La tension entre l'autonomie décisionnelle de l'exécutif et les mécanismes de responsabilisation commence à être abordée non plus comme une controverse juridique abstraite, mais comme un problème opérationnel de gouvernance. Ce changement d'orientation a des répercussions à plusieurs niveaux du système. Au Sénat, les parlementaires membres de la Commission des affaires constitutionnelles ont commencé à examiner les précédents historiques impliquant des actions unilatérales de présidents précédents. Une enquête réalisée à la demande du sénateur indépendant du Maine compile 17 cas dans lesquels l'utilisation continue de décrets présidentiels a donné lieu à une révision judiciaire ou à une intervention législative, y compris des épisodes survenus entre 1972 et 2018. Le souvenir de ces précédents renforce l'idée que la situation actuelle ne représente pas seulement une crise ponctuelle, mais la réactualisation d'un conflit récurrent sur les limites du pouvoir exécutif en période d'instabilité politique. Cette interprétation est partagée par les membres de l'Association nationale des juristes fédéraux, une entité qui a commencé à suivre la procédure de destitution avec un groupe d'observation technique non lié aux partis politiques. Le groupe devrait présenter dans les prochaines semaines un avis indépendant basé sur 3 critères: la conformité constitutionnelle des mesures présidentielles, la cohérence normative des récentes démissions et l'adéquation du discours public de la présidence aux paramètres juridiques de l'orientation administrative. Au sein de l'exécutif, l'activité ne s'est pas non plus arrêtée. Bien qu'aucune autorité de premier plan n'ait fait de déclaration publique, les registres indiquent des réunions consécutives entre des ministres du domaine juridique, des dirigeants d'agences de régulation et des représentants du cabinet du vice-président. Le contenu de ces réunions reste confidentiel, mais des sources proches affirment qu'au moins un avis technique a déjà été commandé pour évaluer l'applicabilité du 25e amendement dans des situations de déviation continue de conduite, même en l'absence d'incapacité physique ou mentale. Cette interprétation, encore controversée, gagne du terrain parmi les secteurs qui comprennent l'incapacité fonctionnelle comme un concept élargi, impliquant non seulement des critères médicaux, mais aussi des normes minimales de prévisibilité, de transparence et d'adhésion institutionnelle. C'est à cette intersection entre légalité et opérabilité que se concentre désormais le débat. Dans quelle mesure l'autonomie décisionnelle du président peut-elle être exercée sans compromettre l'architecture des freins et contrepoids qui soutient le système républicain? L'absence de jurisprudence consolidée sur le sujet élargit la marge de manœuvre des acteurs concernés, mais augmente également le degré de responsabilité de chaque décision prise.
Les juristes consultés par des médias spécialisés soulignent que si l'hypothèse selon laquelle une partie du cabinet envisage d'invoquer le 25e amendement parallèlement à la procédure de destitution se confirme, le pays sera confronté à un test institutionnel sans précédent dans son histoire récente. Pour ceux qui suivent ces développements, il est essentiel d'observer non seulement les actes formels, mais aussi les mouvements souterrains qui précèdent chaque délibération publique. C'est précisément ce suivi continu, attentif aux couches les plus profondes du fonctionnement institutionnel que nous cherchons à offrir ici. Il existe des analyses divergentes quant à l'ampleur institutionnelle réelle des mouvements qui se sont déroulés en parallèle ces dernières semaines. Pour une partie des constitutionnalistes, l'existence simultanée d'une procédure de destitution en cours à la Chambre des représentants et de débats internes au sein de l'exécutif sur l'éventuelle utilisation du 25e amendement ne traduit pas une convergence stratégique, mais plutôt un moment de désalignement fonctionnel entre les mécanismes de contrôle disponibles. Selon cette interprétation, il s'agit d'initiatives autonomes, motivées par des préoccupations distinctes, qui coïncident simplement dans le temps sans constituer une action coordonnée. L'effet de cette superposition serait de diluer l'efficacité des deux instruments. La destitution, bien que juridiquement viable, se heurte à des obstacles politiques prévisibles, en particulier au Sénat, où la condamnation dépend d'une majorité qualifiée jugée improbable. Quant à l'application du 25e amendement, bien que fondée sur des bases juridiques, elle exige un niveau de consensus interne au sein du cabinet qui se consolide rarement en dehors de situations médicales sans équivoque. Face à cela, une partie des analystes estime que le système est activé, mais encore loin du degré d'articulation nécessaire pour produire un changement concret dans la conduite du gouvernement. En revanche, un autre groupe interprète la situation actuelle comme un tournant qualitatif, même sans rupture immédiate. Pour ces observateurs, l'aspect central ne réside pas dans le résultat formel de chaque initiative, mais dans le fait que différentes sphères institutionnelles, législatives, juridiques et administratives, ont commencé à reconnaître explicitement que certains comportements présidentiels ne peuvent plus être compris uniquement comme des manifestations habituelles de divergence politique. L'hypothèse d'une incapacité fonctionnelle, bien que juridiquement ouverte, gagne en densité lorsqu'elle est débattue par des ministres et des conseillers de haut rang. De même, la formalisation d'une demande de destitution fondée sur une série continue d'actes administratifs et non sur un épisode isolé indique un changement dans la logique de lecture institutionnelle, désormais orientée par des normes de conduite récurrentes. Selon cette interprétation, ce changement contribue à redéfinir les limites de tolérance du système face à des pratiques qui échappent à la prévisibilité traditionnelle. Le débat se déplace donc vers le plan interprétatif. Certains soutiennent que l'utilisation fréquente de décrets sans consultation préalable, associés à la destitution des agents responsables des instances de contrôle interne, constitue un processus d'affaiblissement institutionnel qui, même s'il ne caractérise pas d'illégalité formelle isolée, compromet la cohérence systémique des décisions administratives. D'autres, cependant, font valoir que ces mesures, bien que politiquement controversées, relèvent toujours des prérogatives présidentielles et que leur évaluation doit se faire en priorité dans le domaine politique et non juridique. Dans ce scénario, les mécanismes traditionnels de contention, tels que le contrôle législatif et l'examen public, agissent avec une intensité variable en fonction de la disposition des acteurs à assumer les coûts politiques associés à chaque décision. L'absence de consensus sur le moment opportun pour intervenir prolonge l'instabilité et oblige chaque pouvoir à établir de son propre chef les limites de son action. Parallèlement, la pression exercée par certains segments de la société civile pour obtenir des réponses plus claires s'intensifie.
même si cette pression ne s'est pas traduite par une mobilisation suffisamment large pour influencer directement le rythme des délibérations institutionnelles. Dans ce contexte, le rôle de la vice-présidence prend une importance croissante. Le 25e amendement exige, pour son activation, le consentement exprès du vice-président, accompagné de la majorité des membres du cabinet. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de déclaration publique en ce sens. Mais le simple fait que cette possibilité soit débattue replace déjà la vice-présidence au centre de l'agenda national. Les spécialistes en droit constitutionnel avertissent que l'absence de précédents comparables rend le processus très incertain. Il n'existe pas de critères objectifs clairement définis pour caractériser une incapacité fonctionnelle fondée sur un comportement politique. La Constitution des États-Unis n'établit pas de paramètres opérationnels pour ce type d'évaluation, transférant ainsi le poids de la décision à des interprétations circonstancielles, toujours susceptibles d'être contestées. Ce qui est en jeu va donc au-delà de la continuité d'un mandat spécifique et touche à l'architecture même de la sécurité juridique qui sous-tend la succession du pouvoir dans le pays. La manière dont ces discussions évolueront pourrait consolider un précédent capable de redéfinir la conception de l'autorité présidentielle dans des contextes d'instabilité institutionnelle. À ce jour, aucun consensus ne s'est dégagé sur la voie qui prévaudra. Le système reste divisé entre la préservation du fonctionnement régulier des institutions et la perception croissante que les instruments formels disponibles ne suffisent plus à contenir des pratiques administratives considérées comme non conformes. Certains juristes mettent en garde contre le risque d'une prolongation de l'ambiguïté, dans laquelle ni la procédure de destitution n'avance de manière décisive, ni le 25e amendement ne se concrétise, produisant une sorte de suspension fonctionnelle du débat institutionnel. D'autres, cependant, voient dans cette impasse une occasion de requalifier le rôle des organes de contrôle et de renforcer l'autonomie technique des institutions qui opèrent en dehors du cycle politique immédiat. L'évolution de ces scénarios dépendra dans une large mesure de la capacité des dirigeants concernés à soutenir des décisions qui résistent à la fois aux pressions externes et aux tensions internes propres à chaque pouvoir. Pour l'instant, on observe un état d'attente organisé. Les rouages institutionnels continuent de tourner, mais aucune issue n'est prévisible. Chaque nouvelle prise de position publique, chaque délibération interne, chaque document divulgué ou gardé confidentiel peut modifier le rythme et la direction des événements. Le récit reste ouvert, et son évolution en dira moins sur les personnalités individuelles que sur la robustesse des mécanismes institutionnels qui soutiennent la démocratie aux États-Unis. Nous continuerons à suivre ce processus avec attention, en cherchant à offrir une lecture rigoureuse des facteurs qui façonnent l'orientation des décisions qui restent à définir.